quelques questions. Vous disiez que Mach, c'est ça Ernst Mach, oui. Ernst Mach Ernst Mach. Mach. Ah, d'accord. Il avait une philosophie plutôt relationnelle, c'est ça? C'est-à-dire, selon Feyerabend, on le comprend toujours à travers la grille positiviste, où d'avance on estime que les éléments sont des sensations, et on le réduit à une forme de positivisme empiriciste. Mais Feyerabend montre que dans son œuvre, Mach distingue, c'est pas relationnel parce qu'il y a les éléments et les relations, et puis à la recherche, à chaque fois dans un cas différent, de préciser dans ce cas qu'est-ce que c'est les éléments, qu'est-ce que c'est les relations. C'est-à-dire, il laisse ouvert la possibilité que dans certains cas, on pourrait décider que les éléments sont composés des relations, mais il ne l'impose pas dès le début, et il ne dit pas que ça serait le cas le plus fréquent. Il marque bien éléments et relations, et puis à préciser, à spécifier dans chaque cas de recherche. Je me demande comment... j'ai lu pas mal de David Lewis, et David Lewis, il a une ontologie qui essentiellement dit tout objet est des régions spatio-temporelles. Et après, c'est tout. Donc, tout objet est région spatio-temporelle. Voilà, eh bien, et les sets. Donc il a besoin de ces deux choses-là, oui. Les groupes, qui va après réduire méréologiquement à des objets. Mais je crois que c'est tout ce qu'il veut, et c'est un minimum là. Alors j'ai un petit peu une question, est-ce que voilà, s'il y avait une philosophie purement relationnelle, ça pourrait être très intéressant. Mais dans le cas de David Lewis, il n'aurait pas le problème du tout à dire que la table existe tout aussi bien que les atomes qui la forment. Ce sont deux objets oui, spatio-temporels. Le problème, c'est le rapport entre les deux. De dire que les deux existent, oui. On peut le dire. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a qu'une seule table qui existe, mais quand on maintient qu'il y a les deux, dire de façon explicitée le rapport entre les deux est difficile. Donc, David Lewis, je ne connais pas les détails de son ontologie. Je l'ai suivi un peu avant avec les mondes possibles. Je dirais que d'un point de vue... si je défends le point de vue de Hamann pendant un instant, lui, toute sa philosophie est basée sur l'idée que les philosophies les plus récentes ont été des ontologies relationnelles et que ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'il veut arrêter la dissolution avec des objets qui sont durs. C'est une métaphore quand je touche une table, parce que je ne peux pas toucher une table au sens de Hamann. Son argument, c'est que si tout est relation, il n'y a pas de changement possible. Tout serait statique, parménidéen. Moi, je ne trouve pas, parce qu'il est inclus là que des relations spatiales, statiques. Dès qu'on a introduit une dimension temps, et on a, par exemple, si deux objets ont des vitesses différentes, si ça va plus vite que ça, c'est une relation, mais il y a le changement. Donc, s'il y a une dimension de temps, pour moi, c'est un mieux pour une ontologie relationnelle. Ceci dit, ça fait très scientifique de décider que c'est l'espace-temps, c'est Einstein et tout. Oui. L'autre chose que je pourrais dire, c'est il y a un article très intéressant par Mehdi Belhaj Kassem dans la Nouvelle Revue littéraire, où il groupe tous les membres de OOO, mais d'autres, sous... donc je me demande est-ce qu'il va regrouper David Lewis dans cette rubrique. Il pense que tout ça, c'est une ontologie post-badiousienne, pas parce qu'ils ont suivi ou ils ont lu Badiou, mais parce que Badiou dit à l'état pur cette notion
d'une ontologie basée sur les ensembles. Mais le problème, c'est que Badiou lui-même n'arrive pas à expliquer le changement sans avoir ce qui revient en fait à une deuxième ontologie, qui est une ontologie des événements, qui arrive un peu miraculeusement. Ça a été dit par Lyotard, ça a été dit par De Santis, ça a été dit par beaucoup de gens, que une ontologie qui est ensembliste en priorité va avoir beaucoup de mal à expliquer le changement. Oui. Oui. Alors j'ai juste, du point de vue technologique, parce que j'ai fait de l'informatique, en fait, depuis les années 90 ou 85, la programmation objet-orientée est devenue très très grande avec, C++, Java, Oui. et Python et tous ces genres de langages de programmation. Alors on se demande, est-ce que ces gens-là sont en train de se brancher un petit peu sur ce phénomène-là? Je pense que c'est venu avant, la programmation orientée vers l'objet est venue avant la philosophie. Oui, mais souvent ça peut avoir des implications. Oui. Et moi, quand maintenant ça fait résonance. Voilà, je suis en train de travailler en informatique dans le web sémantique, qui est complètement relationnel par contre. Oui. Et c'est très drôle qu'en fait on peut faire un mapping de l'un à l'autre. D'ailleurs, les relations, c'est toujours une façon de faire des mappings. Donc, moi j'ai fait un mapping de Java vers le RDF, vers le web sémantique. Oui. Ça se fait, c'est moins beau, il y a des choses qui manquent, mais ça peut se faire. Alors je me demande si en fait il n'y a pas un mapping qui peut se faire entre les objets orientés, les relationnels, pour montrer que, bon, ben voilà. Il y a des gens qui le disent, je ne connais pas tous les noms, il y a certains blogs, tout maintenant, puisque c'est à la pointe, il y a des blogs, la plupart sont pour de ceux qui s'expriment, sont pour la OOO, mais il y a ceux qui sont calés en informatique, y compris Alexander Galloway, qui disent qu'en fait, il y a un décalque des deux sur l'ontologie du capitalisme, et donc les deux seraient des instantiations, ou les trois si on garde le capitalisme au même niveau que les autres, d'une méta-ontologie relationnelle, non, objectuelle. Je ne pense pas que ça peut être relationnel. Je pense que les mappings doivent être relationnels, mais l'ontologie, même en programming objectuel, ne doit pas être uniquement relationnel. Je voulais dire un mot moi-même, après on sera obligé d'arrêter parce que sinon on va se mettre en retard. Je vous ai d'ailleurs dit une bêtise tout à l'heure, c'est pas Gerald Moore qui interviendra aujourd'hui, c'est Tania Espinosa, depuis la Bolivie, et Gerald, ce sera demain. Voilà, je ferme la parenthèse. D'abord, je voulais remercier Terence parce que c'est un exposé extrêmement intéressant en soi, mais aussi pour cette école, pour cette académie de cette année-là particulièrement. Et je regrette beaucoup qu'un certain nombre de personnes qui seront là dans 3 jours ou dans 2 jours n'ont pas pu suivre votre intervention parce qu'ils auraient explosé. D'abord, il y a De joie ou de joie, à mon avis. Ça ne veut pas dire qu'ils auraient été d'accord avec été tout ce que vous avez dit, mais ils auraient été enchantés, je crois, de nous entendre interroger comme cela. D'abord, Yu Kui et Harry Halpin qui interviendront ensemble et qui travaillent avec Tim Berners-Lee sur ces questions du côté de Philosophical Engineering et qui sont vraiment très 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 proches de ce type de questions, un peu comme Henry Story aussi, dans le même type d'approche. D'autre part, parce qu'on va parler, je l'ai dit en introduction tout à l'heure, de l'indexation des technologies, du web, etc. Et que, par ailleurs, le OOO, c'est une pratique, enfin, un mouvement, comme vous dites, qui est lié à ce que moi j'appelle une organologie. Oui. Troisièmement, parce que aussi, toutes les questions que vous avez soulevées sur, par exemple, les rapports entre diachronique et synchronique, la question des tendances, etc., c'est au cœur de ce que nous faisons ici. Que d'une certaine manière, les problèmes que vous avez à peine évoqués en réponse à la question d'Henri sur Alain Badiou, c'est au cœur de l'interprétation de la République de Platon, et donc c'est à l'horizon de tout ce que nous faisons.
Mais j'étais aussi enchanté pour une autre raison, qui m'a vraiment, alors là, moi, personnellement, vraiment réjoui, c'est que je suis en train d'écrire un bouquin où je parle un petit peu de toutes ces questions-là, mais pas avec les mêmes références, et aussi où je revisite des textes d'Althusser. Ah oui. Voilà. Et aussi où je passe par Bachelard. Alors, ce que je voulais dire, c'est moins une question que je vous adresse parce qu'on n'a plus vraiment le temps, mais peut-être qu'on va y revenir plus tard. Enfin, je vais quand même vous laisser répondre, mais vu le temps dont on ne dispose pas, je ne l'adresse pas vraiment comme une question. Ce que je voudrais un peu dire, mais on y reviendra dans tous les cas, c'est que, alors d'abord, je suis très en accord avec la problématisation du passage des ontologies traditionnelles, appelons ça aux nouvelles ontologies, autour du problème diachronique-synchronique. Que, par ailleurs, on ne peut pas adopter un point de vue diachronique ou un point de vue synchronique, que c'est une affaire de primat. Et que donc on est dans une processualité dynamique où on a affaire à des tendances. Et ici, à mon avis, il faudrait passer par Nietzsche et par Bergson. Après, sur ce que vous disiez, et là c'est une question que je pose, mais je n'attends pas de réponse dans l'immédiat, à propos d'Althusser, auquel je m'en prends moi aussi un peu comme vous dans le livre que je suis en train de faire. Et notamment, je citais aussi dans mon dernier livre le bouquin de Derrida, Politique et Amitié, là où Derrida me rappelait les difficultés qu'il a eues avec les althussériens. Pas seulement avec Althusser, parce que souvent le problème c'est plutôt les althusériens. Oui, voilà, les acolytes. C'est comme les Derridiens ou les Deleuziens. Ça le problème. Parce qu'Althusser c'est intéressant quand même. Et justement, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que je pense que ce marxiste, c'est-à-dire ce penseur qui essaye de penser contre l'idéologie, c'est-à-dire contre l'idéalisme, puisque l'idéologie, chez Marx, ça désigne l'idéalisme au départ. Après, ça désigne autre chose, mais au départ, c'est quand même l'idéologie allemande et plus précisément Hegel. Il essaye, à travers cette distinction entre objet réel et objet théorique, qui passe par Saussure et par le structuralisme, et qui renvoie à cette fameuse déclaration du cours de linguistique générale, c'est le point de vue qui crée l'objet. C'est ça le point de départ de toute cette démarche, qui d'ailleurs ne vient pas simplement d'Althusser directement par Saussure, mais qui passe par Lévi-Strauss, par Lacan, etc., etc. Ce qu'il y a derrière cette question, c'est la question des idéalités. Et justement, d'ailleurs, j'essaye de retourner la question contre Althusser dans mon livre, parce que j'essaye de montrer que ce qu'il pose, c'est le problème de l'idéalisme, justement. Donc, mais qu'il, d'une certaine manière, il ne le voit plus. Alors, ces idéalités, moi, je continue à défendre, et là, je ne sais pas si nous serons d'accord longtemps, mais peut-être que oui, qu'il faut les protéger, mais pas comme des aïdés au sens de Platon et même pas d'Aristote, mais ce que j'appelle des consistances, c'est-à-dire des objets qui n'existent pas, et que du coup la question c'est de passer d'une question de l'existence à une question d'autre chose que l'existence. Et je crois que c'est ça qui était en jeu dans ce que vous disiez, notamment à propos de Hamann, etc. J'aurais eu beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas garder la parole trop longtemps. Ce que je voudrais simplement dire maintenant, et pour faire un petit peu écho à ce que disait Henri Story. Pour moi, dans toutes ces questions, si j'avais eu le temps, je vous aurais parlé de Bachelard aussi, parce que je pensais beaucoup à ce que dit Bachelard dans le Nouvel Esprit Scientifique, sur l'atome, dont il montre, voilà... Là, il est relationnel. Pardon? Là, oui. Il a tout une à fait. Relationnelle. Oui. Mais ce qui est derrière tout ça pour Bachelard, c'est l'instrument. La théorie qui est devenue un instrument, c'est-à-dire une technologie. Et donc, derrière toutes ces grandes questions sur l'ontologie, qu'on trouve aujourd'hui dans les formes modernes récentes de l'épistémologie, il y a une question qui est liée à la technologie dans le rapport à la science. Et la science contemporaine, elle ne s'oppose pas à la technologie, elle est conditionnée par elle. Et c'est ce que Bachelard a essayé de penser. Ce que d'ailleurs Althusser essaye aussi d'intégrer parfois. Et du coup, par rapport à toutes ces questions, pour moi, il y a quelque chose qui est absent, évidemment, sur mon obsession, donc ça ne vous surprendra pas, c'est l'organologie. C'est-à-dire que toutes ces questions sont cadrées par des organes, des artefacts, des pharmacas, des organas, on le dirait dans le langage d'Aristote, qui surdéterminent la question de l'ontologie. Et si j'en parle, c'est parce que
lorsque j'ai été invité à faire cette conférence avec Tim Berners-Lee pour conclure, c'était la, je ne sais plus si c'était la conclusion, enfin, je crois que c'était pour conclure le sommet mondial du web de cette année. Je pense que si j'ai été invité, c'est parce que j'essaye de soulever cette question et qu'eux sont confrontés à cette question. Aujourd'hui, Internet est une machine ontologique. Or, est-ce qu'une ontologie peut être machinique? Est-ce qu'une machine peut être ontologique? Immense question qui pose le problème du devenir et pas simplement de l'ontologie, c'est-à-dire qu'il faudrait passer par Nietzsche, par les présocratiques, etc., je crois. Et aussi qui ouvre à une autre question politique, et c'est ça que je voulais vous poser comme question, mais que je garde pour plus tard. C'est très concrètement aujourd'hui, il y a un débat, Henri a parlé de web sémantique, auquel on oppose aujourd'hui une autre théorie qui est le social web, et qui pose qu'il n'y a pas de web sémantique, qu'en fait tout ça c'est lié à des processus de relation d'une individuation collective médiatisée par un milieu organologique qui s'appelle Internet aujourd'hui, et que donc il faut passer à tout à fait autre chose, sachant que personnellement je défends à l'IRI, on en parlera beaucoup jeudi après-midi, parce que ça va vraiment être le cœur du sujet, une approche qui est justement, et qui renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, que en fait si on a besoin de sémantique, on a besoin de démarches d'automatisation par des théories sémantiques, mais qu'il faut sans cesse les détruire, et qu'il faut créer des organes de destruction permanente, de critique, on dirait dans un langage classique, permanente de l'organologie. C'est l'organologie qui doit se détruire elle-même à travers ceux qui jouent, comme Ceci Taylor, par exemple, joue du piano, ou comme Cage fait du piano préparé, etc., etc. Alors là, derrière cela, il y a d'immenses questions passionnantes, pour moi, par rapport à ce que vous disiez, et dont j'espère qu'on aura le temps de reparler. Je regrette que, donc, oui, Harry Halpin, mais aussi, par exemple, Jean-Hugues Barthélemy ne soit pas là. Jean-Hugues Barthélemy aurait été passionné par votre intervention, mais je pense qu'on va revenir à toutes ces questions. J'espère que vous serez encore là quand ils interviendront. Je crois que c'est après-demain. Oui, je mets mon intervention sur mon blog, Agent Swarm, c'est le nom de mon blog, ou Terence Blake, wordpress.com. Ok. De toute façon, on va oui, publier tout ça. En tout cas, merci beaucoup. On va donner la parole à Paolo Vignola maintenant.